cet épisode des Réunionnais de la Creuse, il y a bien longtemps, dans les années 90, où j'ai eu la chance de croiser mon chemin avec Jean-Philippe Jean-Marie, qui est venu à ma rencontre et qui m'a expliqué ce qu'il faisait à cette époque-là, c'est-à-dire des recours judiciaires pour faire reconnaître cette mémoire. Oui, on m'avait un peu raconté cette histoire de petite voiture bleue, voiture rouge, il y en a qui disaient voiture rouge, qui passait dans les écarts de la Réunion pour venir prendre les enfants. Donc derrière, il y avait aussi une espèce de peur qu'on nous véhiculait si on était un peu désobéissant. Donc quand a commencé votre engagement pour leur cause? J'avais senti comme déjà un mensonge qu'on avait véhiculé aux enfants, et puis surtout un mensonge aux familles pauvres, à qui on avait raconté qu'au final on promettait la santé, l'école, une meilleure vie, et surtout qu'ils allaient pouvoir revoir leurs parents mal éloignés, qu'ils allaient revenir en vacances. Donc voilà, j'ai été touchée tout de suite. Pourriez-vous revenir sur la genèse, la rédaction et le vote à l'Assemblée nationale de la résolution? Alors d'abord, ça a été long, 90, j'ai été élue en 2012, donc ça a été un engagement de campagne pour moi. C'était un point fondamental. Je m'étais promise de faire quelque chose à cette époque, en 2012. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais que je devais travailler en tant que députée de la Réunion. Donc on a commencé à lire tout ce que je pouvais trouver. J'ai lu les contacts, téléphoner, creuser encore plus la mémoire, faire d'autres rencontres de victimes. Et puis juridiquement, contacter aussi des juristes et ceux qui avaient l'expérience pour savoir quelle forme allait prendre la démarche. Et puis une fois que tout ça avait été recollé, c'est allé très vite. J'ai rédigé ce document et je l'ai présenté à mon groupe, puisqu'on était majoritaire, au groupe socialiste. Je l'ai présenté à la commission des lois. Il y a eu des modifications, et puis j'ai demandé qu'on inscrive à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Ça a été inscrit. J'ai demandé que le président de l'Assemblée nationale siège et préside la séance, ce qu'on m'a accordé. Et puis j'ai fait le tour des oppositions aussi, des groupes de l'opposition, pour essayer de ramener le plus de votes majoritaires. Et voilà, et entre le moment où ça a été décidé en 2012 et le moment où elle a été votée, cette résolution, il s'est passé un temps, et puis en 6 mois, ça s'est en fin de compte débloqué. Durant votre mandat de ministre des Outre-mer, quelles actions avez-vous menées pour ces Réunionnais? Alors, lorsque j'ai été ministre des Outre-mer, donc en 2016, la résolution, je le rappelle, avait été votée avec des décisions très claires. Et la commission d'experts avait été mise en place avant moi. Et là, je m'étais dit, il me reste 1 an avant la fin du quinquennat. Qu'est-ce que je pouvais concrètement faire? Alors, avant d'attendre la conclusion définitive des experts, nous avons fait un point avec la commission pour savoir s'il y avait des pistes qui pouvaient permettre de marquer, d'ancrer le travail des experts, mais aussi d'avoir la certitude que après le quinquennat, en tout cas après notre quinquennat, les choses allaient continuer. Donc j'ai pris quelques décisions, par exemple qu'il y ait une aide pour que les enfants et adultes aujourd'hui victimes de cette transplantation puissent revenir à la Réunion. C'était une aide au voyage et une aide au séjour. Une convention avec l'UDAF qui était le support juridique pour faire ce voyage. Un accompagnement psychologique et un accompagnement juridique, parce que derrière toute cette histoire, il fallait vraiment qu'on puisse accompagner les victimes d'un point de vue psychologique et puis aussi juridique, si elles avaient des démarches à faire auprès
des institutions à La Réunion ou ailleurs. Donc voilà, c'était des mesures un peu pour avoir la certitude que le travail allait continuer, leur donner des moyens provisoirement, mais quand même quelques moyens pour rentrer dans la réalité du travail qui avait commencé quelques années avant. Quelles ont été vos relations avec la commission d'experts? Très peu de relations parce que dans mon esprit, les experts avaient été choisis pour leur connaissance, pour leur expérience, pour leur liberté de penser, d'écrire. Et il s'agissait pour moi d'avoir le moins de relations possible avec ces experts pour laisser le travail se faire en toute liberté. J'ai eu un contact, je l'ai dit, pour préparer les décisions provisoires qui me semblaient des bonnes. Et donc j'ai validé avec eux, en quelque sorte. Le mot valider n'est pas un bon mot parce que je ne voulais pas justement les mettre comme co-responsables des décisions que j'allais prendre, mais enfin leur dire en tout cas que j'allais prendre des mesures provisoires. Et voilà, j'ai voulu vraiment chérir la liberté de ces experts tout au long de leur travail. Quelles sont vos appréciations concernant le rapport? C'est un rapport exceptionnel. C'est un rapport exceptionnel sur différents points. D'abord, le volume. C'est un énorme pavé, ce qui montre l'exigence qu'ils ont eue de rechercher le plus de documents, le plus d'éléments pour enrichir cet espace, ce temps noir, ce temps invisible de l'histoire de France, de la Réunion, mais de l'histoire de France. Donc c'est vraiment un énorme travail. Ensuite, il y a un élément fondamental dans ce qu'ils ont produit, c'est que la Commission a mis en exergue que sur cette période-là, en France, en général, les enfants pauvres et le travail social avaient comme croyance qu'il fallait retirer les enfants de leur environnement familial pour pouvoir les sauver. Ce qui peut paraître aujourd'hui une absolue aberration, mais en tout cas c'était ce que les services sociaux pratiquaient dans toute la France et singulièrement à La Réunion. Et puis ils ont éclairé aussi certains aspects de l'histoire et certains aspects décisionnels gouvernemental de l'époque pour l'organisation, j'allais dire, de ce voyage forcé des enfants vers l'Hexagone. Donc vraiment, c'est un travail qui est exemplaire, qui compte, qui va encore compter et qui va permettre, en tout cas je l'espère, de faire un travail continu d'information, de connaissance. Les Réunionnais doivent connaître ça, mais au-delà des Réunionnais, les Français doivent connaître cette part de l'histoire de la Réunion. Comment jugez-vous, 7 mois après la remise du rapport, l'attente des Réunionnais transplantés par rapport aux mesures prises avec la ministre de l'Outre-mer? Je dois dire que j'ai un sentiment que les choses ne se déroulent pas au rythme auquel elles devraient se dérouler. J'ai un sentiment qu'il y a une espèce de ralentissement d'implication dans ce dossier et je crois que c'est dommage parce que le temps passe et le temps passe pour tout le monde. Et il ne faudrait pas que le temps vide de son sens, vide de sa priorité, vide de son importance, ce sujet que nous avons tous ensemble porté. Et donc, moi, j'aurais souhaité que ça s'accélère, qu'il y ait des décisions encore plus fortes qui soient finalisées dans les mois, les semaines qui viennent. Là, j'ai comme un sentiment que ça ne fait plus partie de la feuille de route. Finalement, selon vous, cet épisode de l'histoire de France nous apprend quoi dans le contexte de crise que connaît la Réunion et plus largement l'Hexagone?
C'est une question compliquée et assez large. Je crois que les événements d'un pays, d'un territoire, sont des événements, lorsqu'ils sont faits à cette ampleur, sont des événements qui marquent, bien sûr, sur le présent, mais qui marquent pour l'avenir la mémoire collective. On ne peut rien enfuir. Tout ce qu'on croit enfuir revient toujours, et j'allais dire heureusement, parce qu'on touche à la vie d'hommes et de femmes, en l'occurrence d'enfants qui sont devenus des adultes, et que même ce qui n'est pas dit est connu. Les gens savent ce qu'ils vivent, et même s'ils n'expriment pas, leur comportement, leur vécu, leur choix dans leur vie, leur souffrance, transpirent de ce qu'ils sont. Et au final, leur environnement personnel, la globalité de la société, perçoit les choses. Donc, on n'enfuit jamais rien. Et qu'il faut absolument mettre l'accent sur l'enseignement, la connaissance, l'enseignement de l'histoire. Il faut donner la parole. La parole est importante. Structurer. La parole, c'est la structuration de la pensée. C'est l'œil critique que nous pouvons avoir sur notre société, sur les décisions qui sont prises. Et je crois que le point essentiel qui me semble important entre ce dossier et la révolte, les gilets jaunes, la parole, la colère, c'est la considération. Il faut de la considération vis-à-vis des autres. Considérons que ce que l'autre vit, ce que l'autre dit, c'est ce qu'il ressent, à minima. Et ayons cette obligation de se poser, d'écouter, de réfléchir, de prendre du recul et de se laisser éclairer par les témoignages pour que nos décisions soient les plus justes par la suite. Voilà, je crois que cette histoire, l'histoire d'aujourd'hui, cette histoire d'hier, doit nous apporter beaucoup d'humilité dans les décisions politiques que nous prenons pour les autres lorsque l'occasion se présente.